2023 est une année qui restera charnière dans l'histoire du MMA. En effet, plusieurs catégories de poids ont vu des champions historiques chuter et le rachat du Bellator par le PFL pourrait être un événement extrêmement marquant pour les années à venir. Ce qui est certain, c'est que 2023 a été une très bonne année pour le MMA, que ce soit en France ou ailleurs, avec des événements de qualité et certains des moments les plus marquants de l'histoire du sport. Comme chaque année, le MMA nous a encore apporté une foule d'émotions en 2023, allant de la joie incontrôlée à des moments un peu plus tristes, et c'est cette corde sensible que je vais essayer de raviver aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que 2023 est l'année des victoires d'outsiders, mais en réalité, c'est surtout l'année des retraites. Un grand nombre d'athlètes ont posé les gants au sol cette année, et même si on sait que la notion de retraite n'est jamais bien définitive dans le MMA, je suis assez confiant qu'on ne reverra plus ces combattants dans un octogone ou ailleurs. Cette vidéo fonctionne un peu comme un dernier hommage pour des combattants qui vont doucement disparaître de l'actualité. Il y a bien sûr bien plus d'athlètes qui ont pris leur retraite que ces 10 noms, mais je me suis contenté des plus importants pour cette liste. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 légendes qui ont pris leur retraite en 2023. Numéro 10, The Korean Zombie. Peu de combattants sont aimés par tous les fans du combat libre, mais dans cette très courte liste, vous trouverez le surnom du Korean Zombie. De son véritable nom Chon Sung-young, le sud-coréen est un combattant relativement unique avec un style de combat extrêmement plaisant pour les néophytes, mais aussi pour les fans les plus aguerris. Son surnom Zombie ne vient pas de nulle part, il sert de qualificatif parfait pour un homme qui ne recule jamais et qui cherche constamment le finish. Une attitude agressive qui lui a servi par moments, mais qui lui a aussi coûté quelques victoires, on pense notamment à celle contre Yair Rodriguez. Mais victoire ou défaite, ça n'a jamais trop compté aux yeux de la foule lorsqu'il s'agit de Zombie. Chacun de ses combats est divertissant et son nom est la promesse qu'il y aura au moins une guerre sur la carte que vous regardez. Mais Zombie n'est pas juste un spectacle ambulant, il a véritablement fait partie des meilleurs du monde et sa carrière a été coupée en deux par un service militaire qui est une obligation très sérieuse en Corée du Sud. Mais Zombie a tout de même eu le temps d'affronter les tout meilleurs combattants de l'histoire des poids plumes, de José Aldo à Max Holloway, en passant par Yair Rodriguez et Alexander Volkanovski. Il s'est mesuré à ce qui se fait de mieux dans l'histoire de la catégorie et il a aligné quelques noms très impressionnants au cours de sa carrière, battant des combattants tels que Dustin Poirier, Frankie Edgar ou encore Marco Minic. Même s'il n'est jamais devenu champion, peut-être se consolera-t-il avec deux des meilleurs combats de l'histoire du sport, sa joute contre Leonard Garcia au WEC 48 et ce superbe combat contre Dustin Poirier en 2012. Ce qui est certain, c'est que tout au long de sa carrière, The Korean Zombie n'a cessé d'affronter les meilleurs pour le plus grand plaisir du public qu'il a toujours vu comme l'un des combattants les plus divertissants et sympathiques du roster. Il est devenu une véritable star en Corée du Sud et il est l'un des piliers de l'explosion de l'UFC en Asie. Sa retraite était un moment extrêmement touchant et il est parti comme il l'a voulu dans une véritable guerre contre l'un des meilleurs combattants du monde. Numéro 9, Marlon Moraes. C'est une fin de carrière bien triste pour Marlon Moraes. L'ancien challenger à la ceinture des poids coqs de l'UFC s'est fait mettre KO 8 fois en 4 ans avant de définitivement poser ses gants cet été après sa défaite au PFL 4. C'est d'ailleurs presque poétique que le PFL soit l'endroit où il finit sa carrière en sachant qu'il a écrit une partie de sa légende au World Series of Fighting, la promotion qui est devenue le PFL en 2018. Mais entre-temps, Marlon avait fait son chemin jusqu'à l'UFC et il a eu le temps de remporter quelques succès prestigieux contre José Aldo, Rafael Assunção ou encore Aljamain Sterling. Malheureusement, lorsqu'il a commencé à perdre, le Brésilien n'a pas fait semblant et il a amorcé une véritable descente aux enfers. Le qualificatif de légende peut sembler exagéré pour Marlon, mais il était véritablement l'un des meilleurs poids coqs du monde en 2019, si bien qu'il était même légèrement favori dans son combat contre Henry Cejudo pour la ceinture lors de l'UFC 238. Évidemment, cette époque semble déjà bien lointaine lorsqu'on parle de Marlon, alors que c'était il y a très peu de temps en réalité. Magic fait partie de ces combattants qui semblent fonctionner à la confiance et sans vouloir trop m'aventurer du côté psychologique de son cas, je pense qu'il ne s'est jamais trop remis de sa défaite contre Cejudo et de la perte d'une chance à la ceinture. Dans ce genre de cas délicat, j'aime me souvenir du meilleur et Marlon a véritablement marqué la fin des années 2010 grâce à son style agressif et flamboyant. Sa série de 3 finishes en route vers sa chance à la ceinture doit être revue et si vous n'aimez pas Aljamain Sterling, ce qui n'est pas mon cas, je l'apprécie, vous pouvez vous repasser en boucle une défaite par KO bien plus impressionnante que celle contre Sean O'Malley. Marlon est un excellent combattant qui a perdu en grâce et c'était très triste de voir un athlète de ce calibre prendre sa retraite sur la carte préliminaire d'une obscure soirée du PFL. Numéro 8, Jorge Masvidal. Y a-t-il un combattant dans l'histoire du MMA qui a surpassé tout ce que son niveau dans la cage aurait dû lui permettre de réaliser comme Jorge Masvidal? Gamebred semblait condamné à une carrière coincée dans le milieu de tableau du classement mondial, mais une année 2019 exceptionnelle va complètement changer sa vie. Ses victoires consécutives contre Darren Till, Ben Askren puis Ned Diaz vont faire de lui une méga star, si bien qu'une ceinture spéciale sera créée pour son combat de l'UFC 244. Une situation unique pour l'UFC qui démontre bien l'importance qu'il a pris vers la fin de sa carrière. Évidemment, il ne deviendra jamais champion du monde car malgré sa nouvelle popularité, il restait un cran en dessous de tout meilleur, mais sa carrière est également un ferme exemple de ce qu'un combattant moderne peut accomplir en se présentant au public d'une certaine façon. Je sais que beaucoup de personnes citent Conor comme un point de repère de ce qu'un combattant de l'UFC peut espérer devenir s'il se prête parfaitement au jeu médiatique, mais je dirais que Jorge Masvidal, lui, représente quelque chose de bien plus atteignable. C'est un combattant qui n'a jamais vraiment pu devenir champion du monde, mais qui a été capable d'obtenir une médiatisation et un soutien fou grâce notamment à ce fameux coup de genou. Cette victoire contre Askren servant d'ailleurs de rappel de la folie du combat libre et que sur un moment de génie, tout peut basculer pour un athlète. Je respecte d'ailleurs énormément
simplement le fait qu'il ne se soit pas entêté et qu'il ait pris sa retraite relativement tôt. Certes, c'était sur une série de 4 défaites, mais quand on regarde le niveau des adversaires qui l'ont battu, il n'y a rien de déshonorant. Finalement, Masvidal est parti la tête haute, et pour un jeune homme qui combattait dans des jardins sur la chaîne de Kimbo Slice, le chemin parcouru est fantastique et il a accompli bien plus que ce qu'il aurait dû. Il s'est payé le luxe de prendre sa retraite devant son public et il a véritablement marqué le sport de son empreinte. Numéro 7, Alistair Overeem. Petite technicalité sur le cas Alistair, car oui, il n'a pas combattu cette année. Son dernier combat en MMA remonte à 2021 et il a combattu en kickboxing l'année passée, mais c'est bien en 2023 qu'il a annoncé sa retraite, donc ça compte. C'était surtout l'occasion de rendre hommage à un grand monsieur du MMA et l'un des combattants européens les plus accomplis de l'histoire du combat libre. Et lorsqu'on parle de longévité, il est difficile de trouver un combattant qui a concouru aussi longtemps qu'Alistair au haut niveau. De son premier combat en 1999 à sa dernière shoot en 2021, il est resté relativement compétitif pendant plus de 20 ans, bien aidé bien sûr par un petit appui médicamenteux. Son combat contre Brock Lesnar ayant probablement fait fondre les tubes d'essai des agences antidopage du Nevada. Une fois que cela est dit, il a constamment été parmi les meilleurs du monde, que ce soit chez les mi-lourds puis les lourds, et il a notamment remporté les ceintures du Dream et du Strikeforce. Pour un combattant de son niveau qui a concouru au Pride, je dirais qu'il est curieux qu'il n'ait jamais affronté Fedor d'ailleurs. Même s'il est plus connu pour son striking comme tous les Néerlandais, Alistair est un combattant plutôt complet, surtout pour un poids lourd et surtout pour l'époque. Il a toujours manqué un accomplissement majeur à sa carrière. Disons qu'il a souvent joué les seconds rôles, mais ça n'a jamais été l'élu. Il a couru derrière une ceinture de numéro 1 mondial toute sa carrière, que ce soit au Pride puis à l'UFC, et malgré ses évidentes qualités, il n'y est jamais parvenu. Je dirais bien que ça s'est arrangé par la suite, mais ce n'est pas sa 41e place aux élections législatives néerlandaises cette année qui vont aller dans mon sens. Au-delà de sa désastreuse carrière politique, Alistair était un grand monsieur du sport et de la science, et c'est bien dommage qu'il ait quitté le MMA très discrètement car il aurait mérité un adieu un peu plus chaleureux que ça. Numéro 6, Benson Anderson. Benson Anderson est l'un des combattants les plus sous-cotés de l'histoire du MMA. Après une illustre carrière qu'il a vu concourir 42 fois, il a posé ses gants en mars après une défaite contre le désormais suspendu pour dopage Usman Nurmagomedov. Benson utilise son passif en taekwondo à la perfection et ses kicks font partie des plus beaux et des plus aériens de l'histoire du MMA. Il est d'ailleurs parfois crédité comme étant le combattant qui a popularisé les kicks au mollet, qui font désormais partie de l'arsenal de la quasi-totalité des combattants. Mais Benson n'était pas simplement un striker exceptionnel, il a mis sa ceinture noire de JJB à bon usage et j'ai toujours trouvé sa lutte très sous-cotée. Tout cet arsenal permet de faire de lui un combattant très complet qui a remporté les ceintures de champion des poids légers du WC puis de l'UFC. Il a d'ailleurs mis fin au règne du légendaire Frankie Edgar dans un superbe combat au Japon lors de l'UFC 144 que je vous encourage à regarder. Il a d'ailleurs battu tous ses autres contemporains, même s'il faut se l'admettre, ce n'était pas une ère particulièrement forte chez les moins de 70 kg. Je pense qu'il est un peu plus méconnu du grand public car il a quitté l'UFC pour le Bellator relativement tôt dans sa carrière, ce qui n'a bien sûr pas encouragé l'UFC à le mentionner très souvent. Une fois que ça est dit, Benson était un combattant exceptionnel qui détient toujours le record de défense de titre des poids légers de l'UFC aux côtés de Frankie Edgar, BJ Penn et Khabib Nurmagomedov, mais quelque chose me dit que ce record risque de sauter en 2024, c'est mon pronostic en tout cas. Il s'est retiré du MMA cette année et devrait continuer de concourir en karaté dans la ligue émergente du karaté combat, que je dois dire être l'une de mes belles surprises de l'année 2023. Quoi qu'il en soit, incroyable combattant et incroyable chevelure aussi, on espère qu'il profitera d'une retraite bien méritée. Numéro 5, Glover Teixeira. Même si Alistair Overeem a eu une retraite discrète, je la préfère à celle de Glover Teixeira. C'était extrêmement triste de voir une telle légende faire ses adieux devant un public qui se vidait dans l'indifférence la plus totale. Le public brésilien n'a pas été tendre avec l'ancien champion des mi-lourds, et même si je sais que ça a jeté un froid entre les fans brésiliens et le reste des amateurs de MMA, je dois préciser que la foule n'était pas composée du cœur des fans du Brésil, mais bien d'une élite qui pouvait se payer les tickets. Une fois que cela est dit, il faut rendre hommage à Glover autant qu'on le peut. Sa carrière est marquée par ses problématiques à obtenir un visa pour combattre aux États-Unis, qui l'ont forcé à combattre très longtemps sur la scène régionale brésilienne. Mais lorsqu'il a fait ses débuts à l'UFC, il a montré à tous qu'il était l'un des tout meilleurs du monde. Une belle et longue carrière qui a longtemps été marquée par l'ombre de John Jones, mais à 42 ans, Glover a réalisé son rêve et il est devenu champion du monde. Un moment très touchant qui récompense un acharné et un amoureux du sport qui n'a jamais cessé de croire en sa propre réussite. D'ailleurs, même si l'histoire l'a déjà un petit peu oublié, il est passé à moins de 30 secondes de conserver sa ceinture et de battre Yuri Prochazka, ce qui aurait été un sacré exploit en soi. Pas de contestation possible dans sa défaite contre Jamal Hill en revanche, mais Glover a pu partir l'esprit serein, assuré d'avoir accompli ce pourquoi il s'était lancé dans le MMA en premier lieu et surtout assuré d'avoir formé la relève du MMA brésilien. Numéro 4, Robbie Lawler. Je n'en croyais pas mes yeux, mais ils ont réussi à arracher une larme à Robbie Lawler lors de l'annonce de sa retraite. Disons que Ruthless n'est pas exactement du genre émotionnel, mais plutôt du genre tueur à sang-froid, et son émotion a vraiment rendu le moment spécial. Il n'y a pas grand chose de négatif qui peut être dit sur Robbie ou sur sa carrière. C'est un ancien champion du monde qui a combattu plus de 20 ans au plus haut niveau. Il a participé à certains des meilleurs combats de l'histoire du sport, et a d'ailleurs reçu le prix du combat de l'année 3 fois de suite de 2014 à 2016. Son affrontement contre Rory McDonald lors de l'UFC 189 est vastement considéré comme le meilleur combat de l'histoire, et même si je ne suis pas tout
tout à fait d'accord avec ça, il ne figurerait pas bien loin sur ma liste non plus. Son retour à l'UFC en 2013 a amorcé un passage légendaire de sa carrière, et oui, il aurait probablement dû perdre son combat pour la ceinture contre Johnny Hendricks lors de l'UFC 181, mais je décide de fermer les yeux car Robbie est un guerrier exceptionnel et peu d'athlètes méritaient de remporter une ceinture autant que lui. Il est difficile de ne pas l'aimer, volontaire et toujours prêt à faire une belle guerre, il est resté l'un des chouchous de la foule jusqu'à sa retraite en juillet. Son surnom signifie impitoyable et il faut dire qu'il lui va très bien. Extrêmement agressif et violent, il a appris au cours de sa carrière à domestiquer son style et à choisir un peu mieux ses moments d'agression. Du combattant très à l'instinct des premières heures, il a évolué pour devenir un combattant plus tactique, choisissant un peu mieux ses moments et modérant son agressivité. Robbie va manquer au sport, et si je suis complètement honnête, je n'exclus pas totalement qu'il fasse l'erreur de revenir, c'est un peu le genre d'homme qu'il est après tout. Numéro 3, Mauricio Rua. La palme de la retraite passée la plus inaperçue de l'année est accordée à Mauricio Rua. Shogun est un très grand monsieur du MMA, et même s'il aurait probablement mérité mieux qu'un dernier combat sur une carte préliminaire dans l'indifférence la plus totale, c'est un peu la conséquence d'avoir fait son retour à 40 ans l'année passée. Rua est un exemple classique d'un combattant qui a pris sa retraite un petit peu trop tard, et ce n'est pas juste une question d'âge, l'exemple de Glover peut en témoigner, c'est une question de niveau dans l'octogone. Cela fait près de 10 ans que Mauricio n'est plus le combattant qu'il fut, et sa meilleure période semble déjà si loin qu'il est difficile pour beaucoup de s'en souvenir. Et pourtant, Mauricio était un combattant formidable, ancien vainqueur d'un Grand Prix du Pride et ancien champion de l'UFC, un des deux seuls combattants à avoir accompli les deux. Héritier du shoot au box, il a adopté ce style agressif si caractéristique de l'école brésilienne. Évidemment, le contre-coup de ce style si brutal et risqué, c'est qu'il est difficile de le maintenir sur le long terme et heureusement pour Shogun, il s'en est rendu compte à temps. Alors, il a adapté une approche plus calme et il faut le dire, un peu plus maligne dans une époque où se complexifiait le MMA. C'est avec cette nouvelle approche qu'il est devenu champion de l'UFC. L'évolution majeure de son style étant que sa lutte n'est plus une solution de dernier recours, mais bien un véritable atout, une réalité qui s'est d'autant plus accentuée lors de sa résurgence en 2015. En plus d'être un excellent combattant, Shogun a fait preuve d'une véritable progression tout au long de sa carrière, mais il n'a jamais retrouvé le niveau qui a fait de lui le meilleur mi-lourd du monde. Et évidemment, comme bon nombre de ses contemporains, il a dû faire avec Jones qui lui a pris son titre et ne lui a jamais rendu. Ça n'a pas aidé qu'il ait pris sa retraite le même jour que Glover, qui n'est pas un meilleur combattant que lui au global, mais qui était bien plus d'actualité en 2023. On attend une arrivée prochaine dans le Hall of Fame pour Shogun. Numéro 2, Amanda Nunes. 2023 est l'année de la retraite de bon nombre de légendes brésiliennes, mais peut-être qu'aucune ne fut aussi spéciale que celle d'Amanda Nunes. La Lyonnaise est la meilleure combattante de l'histoire du MMA et je doute qu'une autre puisse un jour toucher ses accomplissements. En plus d'avoir été incroyablement solide dans l'octogone tout au long de sa carrière, elle a rangé les gants alors qu'elle était au sommet de son art, ce qui est incroyablement rare. Dans les semaines menant à l'UFC 289, on se doutait un petit peu que ce combat contre Irene Aldana serait son dernier. Elle avait vengé sa défaite contre Juliana Peña et il ne lui restait plus personne à battre, que ce soit chez les poids coqs ou les poids plumes. Elle a posé les gants en sachant que son héritage était immaculé et que personne ne pourrait jamais rien trouver à y redire. Les deux éléments principaux de la réussite d'Amanda selon moi sont son excellente utilisation des kicks pour user ses adversaires et son timing en anglaise que j'ai toujours trouvé largement supérieur au reste de ses contemporaines. En plus de ça, Amanda est extrêmement agressive sur les pieds et la pression qu'elle met a permis de faire craquer beaucoup de ses adversaires au fil des années. Et évidemment, je ne vais pas faire semblant de prétendre qu'elle a toujours affronté une grosse opposition car ce n'est pas le cas, mais elle a battu toutes les meilleures combattantes de sa génération et de l'histoire, de Ronda Rousey à Chris Cyborg en passant par Valentina Shevchenko. Il n'y a pas une combattante sur terre que Nunes n'aurait pas pu battre, et vu l'état de la division des poids coqs, ça risque de rester vrai pendant un bout de temps. Numéro 1, Fedor Emelianenko. C'est toute une conception du MMA qui a quitté le combat libre avec Fedor lors du Bellator 290. Le Russe est un titan du sport, mon choix pour le plus grand poids lourd de tous les temps, et au-delà du sportif, c'est une icône et la représentation d'une autre façon de penser le combat libre. Figure emblématique du Pride, il est l'irréductible combattant, celui qui n'a jamais été à l'UFC et qui a toujours refusé les propositions de Dana White. Même si on serait tenté de le postériser comme un résistant immortel, on précisera tout de même que les raisons étaient principalement d'ordre financier. Mais pour beaucoup de fans, Fedor est le dernier vestige du Pride, le dernier souvenir avant que l'UFC n'écrase le sport, et il a une place spéciale dans le cœur de beaucoup de personnes. De la même façon que vous trouverez toujours quelqu'un pour dire qu'il était surcoté, vous en trouverez toujours un autre pour affirmer qu'il ne sera jamais égalé. Ce qui est certain, c'est qu'il est un très grand représentant des arts martiaux. The Last Emperor a respecté tous ses adversaires. Il a toujours parfaitement représenté le sport et même dans la défaite, il est toujours resté digne. Dans le ring puis dans la cage, le Russe excelle dans tous les compartiments du MMA, sa prouesse étant parfaitement résumée par le journaliste Jacques Sack qui a écrit à son propos « Peu d'hommes peuvent prétendre avoir un niveau olympique en judo tout en étant capables de battre les meilleurs kickboxeurs du MMA sur les pieds. Fedor le pouvait lui. Lister ses accomplissements et la liste d'adversaires qu'il a battus est inutile, il suffit de voir qui était présent pour ses adieux au sport pour comprendre qui il était. 2023 est l'année où le dernier empereur a posé sa couronne et il porte bien son surnom car il n'y en aura jamais un autre. Voilà ma vidéo. Quelle est la retraite, vous, qui vous a le plus marqué cette année? Quelle retraite vous attendez en 2024? Évidemment, on attend, je pense collectivement, la retraite de Tony Ferguson et on espère qu'il fera le bon choix cette année. N'hésitez pas à me dire quel autre combattant vous pensez être sur le point de raccrocher les gants en 2024, sûrement peut-être
John Jones aussi. Voilà, c'est que mon avis. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien répété à la chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude si ça vous a plu. Et on se reparle bientôt les mecs, bonne fin d'année. Salut tout le monde.